La cérémonie, grande en émotion, a rendu hommage à ces élèves, soldats de l'éducation tombés dans le salle des classes par des combattants non identifiés. Une cérémonie présidée par le Premier ministre chef du gouvernement, Dion Ngouté Joseph. On y revient dans ce journal. Et en fait de société, un drame dans la ville de Bouda, un camion semi-remorque écrase une dame commerçante au marché Campoulet. Le camion qui traversait la route a arraché la vie à cette dernière alors qu'elle s'y rendait pour écouler ses produits. Le compte rendu de ce drame et cette scène dans ce reportage proposé par nos reporters Jean-Germain Yenna et notre correspondant depuis la ville de Bouda, Roston Difo. Et puis on termine à l'international avec les élections présidentielles aux États-Unis. Les deux candidats coude à coude après l'arrêt du décomptage. Aujourd'hui, les voix ont recommencé. On parle justement d'une nette progression dans les voix. Les résultats officiels sont encore attendus aux États-Unis. Voilà pour les titres de votre journal. Bonsoir à tous et merci de nous renouveler votre confiance dans le cadre du 9h45. Et nous vous l'annoncions en titre, une femme perd la vie à Bouda dans le département des Bamboutos, situé dans la région de l'Ouest Cameroun. L'infortunée se rendait au marché Campoulet pour écouler les produits lorsqu'elle a été arrachée à la vie par un camion semi-remorque qui traversait la route. Les précisions de ce drame dans ce reportage que nous propose Jean-Germain Yenna et Rostan Difo. Le drame s'est produit alors que c'était jour du marché. Ce jeudi 5 novembre 2020, à Bouda, dans les Bamboutos, après avoir perdu son système de freinage, le chauffeur à bord de ce camion semi-remorque va achever sa course folle en plein cœur du marché. Au lieu d'y Campoulet, dans sa chute, l'engin a littéralement écrasé un commerçant, concentré devant son étal. Ça a commencé qu'il est venu le matin. En voulant monter, faire la montée. Pour aller donc décharger les sacs de coquilles avec les sacs d'arachide. Bon, on essaie de voir ce qui s'est passé. Il cherchait à monter, à accélérer pour monter, il n'y avait pas moyen. Bon, les gars ont calé là-bas haut. Monsieur, ne montez pas avec la voiture là. Ça c'est d'abord on est dans une vous êtes en infraction. Puisque bon, là où vous êtes, vous allez nous tuer ici dans le marché. Parce que ça c'est le jour du marché. Bon, le gars était là, il a accéléré. En montant, il est monté jusqu'à arriver à un niveau. Il était en train d'ouvrir les dents. Moi-même je l'ai dit. Mon chauffeur, ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Ou il m'a écouté, ou il ne m'a pas écouté, je ne sais pas. Bon, tout le monde a aussi ses déplaces et il peut passer parce que c'est question d'habitude. Maintenant, quand il a déchargé, tout déchargé, en descendant, moi j'ai aussi encore vu la lune parce que moi j'étais en train de vendre là à côté. Bon, quand il était en train de vendre là à côté, un client est venu que je lui sers. J'étais en train de lui servir. Quand on a vu la lune, moi j'ai eu dit qu'on dégage un peu parce que souvent le camion là rejette l'air. Parce que dès qu'on pompe, il y a le moment que ça jette l'air, ça peut déraper et tuer les gens. Bon, on est allé un peu au couloir. Tiens là, pendant que je servais, je ne faisais que regarder. Et servais, je l'observais. Subitement, dans les 5 minutes que je parlais, je disais à ce monsieur monsieur de là-bas que le chauffeur ici a besoin de... Que le chauffeur ici peut mourir pour rien. Puisque au cas où il était déjà en infraction. Parce que là où il est là, il peut tuer au moins 10 personnes avant de quitter ici. Je parlais déjà comme quelqu'un, comme il voyait déjà de loin. Ça n'a pas fait 5 minutes. Il a pompé ça. Il se peut qu'il pompait l'air, ça a rejeté l'air. Là, il cherchait maintenant à se sauver pour savoir comment il va tourner le derrière là, prendre position. Et c'est là où ça a dérapé. Un autre incident au marché de Bouda qui vient remettre sur la sellette le silence des autorités municipales et des forces de l'ordre sur ce phénomène de désordre urbain qui prend des proportions inquiétantes dans cette localité. J'ai même parlé, jusqu'à parler de la communauté urbaine de Bouda. Ceux qui contrôlent, alors le jour du marché, quand ils sont en train d'entrer avec le camion, puisque au cas où nous sommes déjà désespérés. On ne sait pas comment nous pouvons survivre avec ce genre d'allure. Puisque bon, ce camion, avant d'entrer ici, avait l'autorisation de qui?
monter au marché avec l'utilisation de qui? Et les commerçants sont là. Hein? Ils payent le patente, ils payent les tickets. Tout le monde qui est assis là paye les tickets. On ne sait pas comment la voiture se retrouve dans le marché et maintenant déraper et tuer les gens. Une enquête a été ouverte par les autorités et la dépouille de l'infortuné déposée dans une morgue de la place. Et à quelques heures de ce drame survenu dans la ville de Bouda, dans la région de l'Ouest Cameroun, les autorités de cette circonscription administrative ont ouvert une enquête, mais surtout veulent mettre sur pied une campagne contre le désordre urbain dans cette localité. Et toujours dans le registre des faits divers, cette fois-ci des faits de société, on parle d'une consternation et pleurs dans une famille de la capitale économique à Douala. Ceux-ci regrettent le décès de la fille dans un centre hospitalier de la ville. La mère de la défunte recherche la vérité autour de la mort de sa fille, rien que mystère. Les précisions de ce récit triste dans ce reportage que nous propose notre reporter Charles Fisselangue. Moi j'interpelle le conseil de l'ordre des médecins. Vous êtes le papa et les mamans de conseil. Une mère en larmes et inconsolable qui ne verra plus sa fille. Irène Ekwe, âgée de 37 ans, connue sous le nom de Popo, a rendu l'âme après qu'elle ait mis au monde son bébé de suite de césarienne, si l'on s'en tient aux déclarations de la mère de la défunte. Ma fille, elle m'a appelé en me disant, maman, moi je vais entrer à l'hôpital le 13 parce que je vais accoucher. Le docteur m'a demandé de venir à l'hôpital. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, n'aie pas peur, tout va bien se passer. Et qu'on a fait une petite prière, elle est entrée le 13 à 19h. Elle est restée à l'hôpital jusqu'au lendemain. Le lendemain, j'ai appelé le matin, j'ai encore parlé avec elle. Il me dit, oui, les médecins l'ont dit qu'elle va entrer au bloc opératoire vers 16h. Et tout, j'ai dit, ok, je vais aller appeler le soir. Le soir, quand j'ai appelé vers 19h, effectivement, elle est entrée au bloc opératoire. L'opération s'est bien passée, apparemment, parce que elle était couchée, elle donnait le lait à l'enfant. Hein, le petit bébé était couché entre ses bras et elle donnait je sais pas, le sein. Un fait qui ne relève malheureusement pas de l'extraordinaire, mais que cette mère refusera de comprendre, d'où les raisons de sa colère. Le conseil de l'ordre des médecins, vous êtes le papa et les mamans du conseil de l'ordre, et si c'était votre fille, comment vous réagirez? Comment vous réagirez? Et si c'était votre fille? J'interpelle le papa et les mamans du conseil de l'ordre des médecins. Aidez-nous à comprendre ce qui s'est passé. D'après cette famille, c'est ici dans cette clinique, située au quartier Bali, que la jeune dame aurait trouvé la mort puisqu'elle y était internée. Éprouvée et très en colère, elle est déterminée ici à la recherche effrénée de la vérité, c'est-à-dire les raisons et les circonstances du décès de sa fille. Et pendant qu'on était en train de parler, et tout, c'est passé au moins 45 minutes à 1 heure du temps que le médecin a pris pour arriver. Et quand le médecin est arrivé, effectivement, le médecin est arrivé après, il est allé dans cette chambre. Tout d'un coup, j'entends tout le monde qui pleure. Waouh, 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 waouh. J'ai dit, mais pour pleurer, pourquoi? Il me dit, Popo est morte. Le médecin dit que Popo est morte. J'ai dit, mais Popo est morte comment? Le médecin lui dit, Popo est morte comment? Passez-moi ce médecin. Depuis que ma fille a accouché, vous n'êtes jamais là. Je vous ai toujours cherché. J'ai voulu parler avec vous pour demander l'état de ma fille. Vous n'êtes jamais là. Vous arrivez maintenant, après 1 heure du temps, pour me dire que ma fille est décédée. Non, faites quelque chose. Réanimez ma fille. C'est aussi le cas pour notre rédaction qui tentera une interview avec le promoteur de la clinique, mais qui se transformera rapidement en une petite prise de bec. Oui, oui, docteur. Monsieur, je vous dis encore une fois. Oui. Si vous ne connaissez pas ce qu'on appelle secret médical, allez vous renseigner. Oui. Vous êtes un journaliste, ok? Oui. Avez dit, je suis médecin. Oui. On n'a aucun droit de me demander quoi que ce soit en ce qui concerne un malade. On ne vous a pas demandé ce qui concerne. On ne vous a rien demandé ce qui concerne un malade. Je vous demande de m'écouter. Vous ne connaissez rien là-dedans. Vous vous taisez quand je parle. Si l'hypothèse du secret médical est ici avancée, il est lieu de reconnaître qu'un des responsables de cette clinique nous demandera de nous rapprocher du conjoint de la défunte à qui on aurait remis le dossier médical. Hélas, il nous sera difficile de joindre ce dernier. C'est ce week-end qu'auront lieu les obsèques d'Irène Ekwe, mais le mystère va demeurer sur les circonstances réelles de son décès. Il nous doit des explications, on veut savoir. Nous sommes les parents de l'enfant, nous voulons savoir ce qui s'est passé. Et
Et à la suite de ce triste récit, obsèque nationale de 7 enfants assassinés dans une école à Kumba dans la région du sud-ouest Cameroun, la cérémonie qui a rendu hommage à ces soldats de l'éducation tombés dans cette salle de classe de l'école Moda Francisca a eu lieu ce jeudi 5 novembre à la place des fêtes de la ville, présidée par le chef du gouvernement Joseph Dion Goutier, représentant personnel du chef de l'État. Il est revenu sur la vie mais surtout les massacres perpétrés depuis cette guerre qui perdure dans les régions du nord et sud-ouest Cameroun. Le récit et le compte rendu de Frédéric Motomé, le Prince Oben. La nation camerounaise rend hommage aux 7 élèves de Moda Francesca International Bilingual Academy massacrés le 24 octobre 2020 dernier à Fiango, Kumba, dans le département de la Mémé, région du sud-ouest du Cameroun. Ayant ce jour consacré aux obsèques officielles, Chief Dr Joseph Dion Goutier, le ministre chef du gouvernement, représentant personnel du chef de l'État, s'est incliné devant les 7 cercueils de ses enfants assassinés. Malgré l'incident de ce corbillard dont le moteur a pris feu, ces membres du même coup paniquent à la morgue de l'hôpital district de Kumba. Honneur et hommage ont été rendus à ces martyrs de Kumba à la place des fêtes du chef-lieu du département de la Mémé. En plus du culte écuménique et de la présentation biographique de ses enfants, le message de condoléances du chef de l'État Paul Biya a été solennellement lu. Nous avons vu non seulement ceux qui sont ici, mais nous avons été aussi à l'hôpital où nous avons livré des paquets que la première dame, Mme Chantal Biya, a envoyés. Et donc, c'est aussi en tant que père que je suis extrêmement attristé par cet événement. Et nous venons dire aux populations de Kumba et de par la Kumba et tout le sud-ouest et le nord-ouest que le gouvernement est fidèle et feront pour que ces activités s'arrêtent et aussi que ceux qui ont perpétré ces actes soient appréhendés et devant la justice camerounaise. Au terme de cette cérémonie funéraire, les cercueils des 7 enfants massacrés de Kumba ont été rendus à leur famille pour des cérémonies d'inhumation. Dans un concert de pleurs, une ambiance et une atmosphère d'émotions vives, en ce 5 novembre 2020, qui restera à jamais gravé dans les mémoires à Kumba. Et des enfants qui ont été inhumés dans l'après-midi de ce jeudi 5 novembre 2020. Et à votre suite, Frédéric Motomé tient de préciser que le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, a rendu public un communiqué dans lequel il revenait sur les exactions perpétrées par les combattants séparatistes dans les régions du nord et sud-ouest Cameroun. Il dit dans ce communiqué que tous ces combattants seront arrêtés et jugés par la justice camerounaise. Les précisions de Patingwani. Le gouvernement de la République, par le truchement de son porte-parole, ministre de la Communication René Emmanuel Sadi, fait le point sur les 4 écoles attaquées dans le Nozo en 2 jours. Ces attaques surviennent 11 jours après le meurtre de 7 écoliers dans une école par des hommes armés. Une tuerie attribuée au groupe armé sécessionniste. Dans ce communiqué, René Sadi précise aussi, je cite, « Plusieurs terroristes ont kidnappé 6 enseignants et 10 élèves dans une école protestante de Kumbo, dans le nord-ouest. Les élèves ont été libérés le même jour à la suite d'une mobilisation spontanée d'une 50aine de fidèles et de parents d'élèves. En revanche, les 6 enseignants, au lieu de 11 comme déclaré par le clergé, demeurent entre les mains rebelles. Hier, près d'une dizaine d'individus non identifiés ont attaqué une école à Limbé, dans le sud-ouest. D'après le ministre de la Communication,
Après avoir fait subir des violences corporelles aux élèves et aux enseignants, les assaillants ont saccagé les locaux et incendié une bonne partie de l'établissement. Selon des sources recueillies sur place, ces derniers ont demandé aux élèves et aux professeurs de se déshabiller avant de les prendre en photo quand ils étaient nus et de mettre le feu à 2 salles de classe. Toujours dans ce même communiqué, le ministre revient sur l'attaque de Bamenda où 4 terroristes ont ouvert le feu avant de s'enfuir en raison de la présence d'une patrouille des forces de sécurité. À Foundon, dans le nord-ouest, 6 élèves du lycée ont été kidnappés sur le chemin de l'école avant d'être relâchés quelques heures plus tard sous la pression de la population, d'après le maire de la ville, Denis Awondong. L'UNICEF estimait déjà en 2019 à 855 000 le nombre d'enfants non scolarisés dans les régions anglophones. Environ 90% des écoles primaires publiques, soit plus de 4100 écoles, et 77% des écoles secondaires publiques étaient alors fermées ou non opérationnelles. Et face à ces crimes perpétrés dans les régions du nord et sud-ouest Cameroun, le gouverneur de la région du nord-ouest, Adolphe Lélé-Lafrique, a présidé une réunion de coordination. C'était il y a quelques jours dans cette partie du territoire national. Au cours de cette réunion, il était question de revenir sur la coopération qui doit désormais exister entre l'armée camerounaise et les civils pour mettre fin à cette crise. Les précisions de Zobel Apollinaire Mbon et Georges Ito. Seule une action civilo-militaire est capable de mettre fin aux nombreuses atrocités enregistrées dans la région du Nord-Ouest. C'est ce que l'on peut retenir de la réunion de sécurité que le gouverneur Adolphe Lélé-Lafrique a tenue en présence de tous les officiers supérieurs des divisions, des hauts responsables régionaux de sécurité et des délégués régionaux. En ce qui concerne la reprise des classes dans cette localité, il a été noté que les cours se poursuivent sans interruption majeure, malgré quelques attaques isolées enregistrées dans certaines régions éloignées. Adolphe Lélé-Lafrique est également revenu sur l'opération Bamenda Clean qui se poursuit avec succès pour le bonheur des populations de la région du Nord-Ouest. En marge de cette réunion de sécurité, Adolphe Lélé-Lafrique a également décerné des médailles à plusieurs Camerounais méritants. La cérémonie qui devrait en principe se tenir le 20 mai prochain a été ramenée un peu plus tôt à cause de la pandémie du coronavirus qui continue de dicter sa loi. Et depuis près de 4 ans, dans les régions du nord et sud-ouest Cameroun, des civils, des enfants, des femmes sont abattus, tués pour certains et parfois exhibés sur les réseaux sociaux. Et selon certains observateurs politiques, la solution militaire a véritablement échoué dans ces régions du nord et sud-ouest Cameroun. Et plusieurs questions taraudent les esprits. Quelle serait la solution pour mettre fin à cette crise qui continue de secouer les régions dites anglophones? Tentative de réponse dans ce reportage que nous propose Patsine Gagnon et Patrice Foucault. Les dernières exactions perpétrées par les troupes sécessionnistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest rappellent à la conscience collective la nécessité de trouver des voies et moyens pour un retour à la paix. Le dialogue inclusif semble être une solution idoine. Si on peut encore faire un grand dialogue inclusif, c'est une bonne chose, avec tout le monde. Si on ne peut pas le faire, il faut mettre l'accent sur le renseignement. Je dis bien le renseignement. Et toute cette zone doit être vraiment quadrillée par les forces de sécurité. Sinon, on met cet état, cette zone-là, en état d'urgence. Pour les militants du RDPC, le dialogue est permanent depuis le début de la crise. Moi, je dis le dialogue a commencé au lendemain des revendications corporatistes de 2016. Le dialogue s'est poursuivi au quotidien jusqu'au grand dialogue. Et même après le grand dialogue, le dialogue continue. Le dialogue n'est pas seulement réunir des gens dans une salle pendant quelques heures ou bien pour quelques jours. C'est toutes les descentes que le gouvernement fait au quotidien pour essayer de rencontrer les populations. Regardez dans les réseaux sociaux, regardez dans les informations. Depuis que cette crise existe, il y a eu combien de concessions? En fin de compte, il faut même savoir de quoi on parle en fin de compte. Parce qu'il y a des gens qui, parce qu'il y a cette crise, en profitent, que ce soit d'un côté ou comme de l'autre, comme certains laissent l'entendre.
La présence militaire dans la zone est plus pour des raisons de sécurité au détriment de la guerre. Il n'y a pas de guerre au Nozo. Ce qui se passe au Nozo, c'est ce qu'on appelle en langage de sécurité le maintien de l'ordre renforcé. Ça commence au départ par un maintien de l'ordre, mais lorsqu'on se rend compte que les gens, que les forces de défense combattent, commencent à utiliser des armes de guerre, on monte d'un cran et on arrive dans ce qu'on appelle le maintien de l'ordre renforcé. Pour le militant écologiste Fritz Ngo, la sécurité devait être renforcée pour permettre aux élèves de continuer l'école sereinement. Qu'il faut renforcer le renseignement et les forces de sécurité et mettre même toute cette zone-là dans, comment vous appelez ça, dans un état d'urgence. Je pense qu'il faut le faire maintenant. On a dit Bamin Dakling, vous avez vu ces derniers temps, il y a un peu d'accalmie là-bas. Donc, comme ils ont tous ces gens qui mettent le désordre de ce côté-là, vous avez vu qu'ils se sont repliés sur Limbe, sur des combats et tout. En attendant de trouver la solution efficace pour résoudre cette crise qui dure depuis bientôt 5 ans, femmes et enfants sont utilisés comme de la chair à canon. Et nous nous rendons à Yaoundé où le conseil de cabinet de la primature a eu lieu du côté de la ville capitale politique du Cameroun à l'immeuble Étoile. Il était question durant ce conseil de revenir sur la loi des finances 2021, la relance économique post-Covid-19, mais surtout les mesures barrées dictées par le gouvernement pour le plan de riposte de la pandémie à coronavirus au niveau des frontières maritimes, terrestres et aériennes du pays. Les précisions dans ce reportage. 3 thématiques figurent à l'ordre du jour de ce conseil. Tout d'abord, les principales innovations et les modalités d'exécution du projet de la loi des finances pour l'exercice 2021, le profil du budget d'investissement public de l'exercice 2021 et l'évolution de la pandémie Covid-19 au Cameroun. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazi, a fait savoir que la loi des finances de l'exercice 2021 se rapporte principalement à l'opérationnalisation de la politique d'import, au parachèvement de la réalisation des comptes d'affectation spéciale et au renforcement des disciplines budgétaires au sein des administrations et à l'ouverture de nouvelles autorisations d'engagement via la création et le plafonnement des fonds spéciaux du développement du secteur de l'électricité au relèvement de 40 à 200 milliards du plafond des avals et garanties accordées par l'État. Le Conseil a ensuite suivi l'exposé du ministre de l'Économie et de la Planification de l'Aménagement du Territoire sur le profil du budget d'investissement public de l'exercice 2021. Il a souligné que 70% des ressources prévues dans ce budget seront allouées à la finalisation des projets en cours afin de permettre au Cameroun d'atteindre ses objectifs de croissance et d'émergence. La priorité de ce fait accordée à la poursuite des programmes spéciaux d'investissement tels que le plan d'urgence, le CHAN 2021 et la CAN 2022, ainsi que la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale de la riposte contre la pandémie coronavirus. Afin de garantir l'exécution harmonieuse des projets retenus, les règles de maturation des projets d'investissement public ont été scrupuleusement appliquées, notamment l'obtention du visa de maturité préalablement à l'inscription de tout projet dans le BIP. Le ministre de la Santé publique a indiqué que la situation épidémiologique reste sous contrôle. Les statistiques disponibles font état de 22 113 cas détectés à l'échelle nationale, dont 21 151 cas de rémission et 429 décès enregistrés. Le taux de mortalité lié à cette maladie se situe à 1,9%, pendant que le taux de guérison est de 96%. Au moment où cette pandémie connaît une résurgence dans plusieurs pays occidentaux, l'une des priorités pour l'État du Cameroun et le ministère de la Santé publique sont des plans de riposte qui consistent à assurer la protection du territoire national contre l'importation des nouveaux cas. Dans cette optique, les contrôles sanitaires ont été renforcés au niveau des frontières aériennes, maritimes et terrestres. À l'issue des débats, le Premier ministre Joseph John Gouté a demandé au ministre des Finances de finaliser en urgence le projet de loi de finances de l'exercice 2021 et de prendre toutes les dispositions en vue de la rationalisation et la priorisation des dépenses publiques. Le ministre de l'Économie doit s'assurer que seuls les projets conformes aux dispositions du décret du 21 juin 2018 fixant les règles du processus de maturation des projets d'investissement public figurent effectivement dans cette loi des finances pour l'année 2021.
Et à Douala, des transporteurs en colère, ils ont exprimé le desiderata dans une concertation tenue autour du comportement à mettre en œuvre pour la viabilisation de la route du corridor Douala-Bangui-Djamena. La réunion a été présidée par le gouverneur de la région du littoral, Frédéric Moutomé. Avec 90% du trafic interurbain et inter-État des marchandises dans la zone CEMAC, plus de 60% du coût total de la marchandise sur les routes dégradées et 40% sur les routes réhabilitées, le transport par route des marchandises est un véritable problème sur les corridors reliant le Cameroun et ses États voisins d'Afrique centrale à travers les mauvais comportements et pratiques qui ont cours sur ces différents corridors. Donc je pense que c'est ici l'occasion et le lieu pour pouvoir discuter de toutes ces questions, essayer d'y apporter des solutions qui seront soumises à nos États afin que dans le cadre de cette intégration sous-régionale chère à nos chefs d'État, nous puissions enfin pouvoir circuler d'un corridor à un autre, d'un pays à un autre, sans pour autant que nous soyons confrontés à cet énorme problème de tracasserie qui est sans cesse dénoncé. L'autre enjeu majeur dans cet espace géographique où le transport routier constitue également le seul moyen d'intégration et d'échange entre les peuples et soulevé avec pertinence à Douala est la promotion des infrastructures routières et multimodales en quantité et en qualité suffisante. Garant de la répartition des quotas de fret, de la rationalisation des organes de gestion du fret, le BJFT a apporté une plus-value certaine dans la gestion du secteur névralgique de notre économie sous-régionale, qu'est le transport routier des marchandises. Il s'est vu renforcé le 1er mars 2016 par la création du Comité national de facilitation des échanges. Face à ces enjeux, le plus important reste de sensibiliser, vulgariser et informer sur la réglementation communautaire en matière de transport routier de marchandises en Afrique centrale de façon à limiter les effets des comportements non professionnels et non réglementaires observés sur les corridors. Nous pensons qu'au terme de ces assises, nous allons dans un premier temps au niveau des grands intervenants que sont les institutionnels de chaque pays, nous approprier les termes de toutes ces conventions et réglementations. Ainsi donc, nous pensons qu'à l'issue de tous ces gestes, nous arriverons à la compréhension, alors la bonne compréhension de ce qui se passe réellement, ce qui nous permettra certainement de booster notre sous-région en termes de qualité, en termes de rotation. Le final de la rencontre de Douala étant de restituer toute la crédibilité des institutions camerounaises compétentes avec un impact considérable sur l'état de la balance commerciale et enfin de s'appesantir sur le rôle majeur que joue le Bureau général du fret terrestre dans la facilitation des échanges transfrontaliers en matière de transport terrestre des marchandises. Et en culture, le festival culturel et traditionnel du Ngondo va se tenir cette année du 7 au 13 décembre 2020 à Douala. Et contrairement aux éditions précédentes, le Ngondo de cette année a connu une sorte de reconfiguration en rapport avec la pandémie à coronavirus et surtout pour respecter les mesures barrières dictées par le gouvernement camerounais. C'est donc un Ngondo purement mystico-traditionnel, loin des activités festives connues par la population Sawa. Les précisions de Jean Jamayena dans ce reportage. John Mele Onyola Besombe, en langue douala, qui signifie exhortation à la jeunesse. C'est le thème de l'édition 2020 du Festival culturel et traditionnel du Ngondo. Une thématique issue du message des ancêtres, sorti des profondeurs du fleuve Vouri, qui s'adresse particulièrement cette année à cette frange de la population qui est la jeunesse. En fait, le message que nous avons reçu des ancêtres cette année est un message qui concerne directement la jeunesse. Et comme on sait que la jeunesse est le futur de notre vie, de notre pays, il était important de construire tout ce qui se concerne cet aspect des choses au travers du suivi de ce message. Les ancêtres ont dû certainement voir des dérives
au niveau de cette frange de la population qu'est la jeunesse, des dérives qui peuvent mener le peuple ou le Cameroun en entier vers la perte, vers la déperdition. Donc, les ancêtres, par ce message, ont tiré une sonnette d'alarme à la direction de la jeunesse pour demander plus de sagesse, pour demander plus de retenue, pour demander plus d'initiatives positives, parce que c'est cette jeunesse qui constitue le futur de notre pays. Un thème de l'édition 2020 du Ngondo qui va se tenir cette année sans cette traditionnelle articulation, notamment la grande foire culturelle, les visites dans les cantons et autres élections Miss du Ngondo. Le contexte de la pandémie à coronavirus oblige. Il est vrai que le gouvernement du Cameroun a travaillé sérieusement pour contenir cette pandémie, mais nous devons rester vigilants et respecter les règles qui s'y à cette pandémie. Alors le Ngondo sera particulier cette année, mais il y aura un Ngondo. Le Ngondo sera fait à travers les médias et votre contribution sera très importante parce que nous allons faire des émissions au niveau de la télévision locale, à diffusion internationale et un long film d'1h30 qui va parcourir plusieurs événements, plusieurs thématiques à l'intérieur desquelles il y aura un hommage aux morts du Covid, des 10 provinces et des 5 continents. Ensuite, il y a un hommage particulier pour notre grand frère et père Manu Dibango et aussi plusieurs autres activités festives qui auront lieu à l'intérieur de cette émission. Les gens seront devant leur télé pendant une semaine pour pouvoir vivre toutes les articulations du Ngondo qui va s'effeuiller pendant une semaine et aussi de vivre cet excellent film qui sera très chorégraphié, très esthétique et vraiment ancré sur nos traditions. C'est donc un Ngondo 2020 purement mystico-traditionnel qui va se célébrer du 7 au 13 décembre prochain, singulièrement par les initiés et les chefs traditionnels du peuple Sawa. Le Ngondo, à l'origine, est un Ngondo traditionnel. Il n'a pas le sens de toutes les animations que l'on connaît récemment, en vérité. Et donc, du fait du Covid-19, il fallait tout simplement, on est revenu au sens premier, à la valeur première du Ngondo. Et c'est ce qui va se célébrer principalement avec les initiés et les chefs traditionnels pour le sens mystique et traditionnel. Et c'est par la présentation du tout nouveau pain du Ngondo, John Mele Onyola Besombe, déjà disponible au Mukanda, 6 au palais d'Ika Akwa à Douala, par 5 miss de différents cantons du Ngondo 2019, que la rencontre entre le bureau du Ngondo et la presse s'est achevée. Et une information de dernière minute, on apprend à l'instant le kidnapping de Monseigneur Cardinal Christian Toumi et le chef supérieur des Sceaux qui aurait été enlevé ce jour. Et depuis plusieurs heures, les délégations de ces deux personnalités sont introuvables et injoignables. Et l'enlèvement, selon certains témoins, serait attribué aux séparatistes de l'État virtuel de l'Ambazonie. Pour ce qui est du cardinal Monseigneur Christian Toumi, il vient de célébrer ses 90 ans. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information sur la télévision du Monde. Et du sport dans ce journal, la Fédération camerounaise de football retire à la Ligue les compétences déléguées pour l'organisation du championnat. Et c'est l'une des résolutions fortes du comité exécutif de la FECAFOOT qui était réuni en session extraordinaire depuis le 3 novembre dernier au siège à Yaoundé. Reportage. Après examen des 10 points, le comité exécutif a pris les résolutions suivantes. Résolution numéro 1. Le comité exécutif approuve à l'unanimité des membres présents le procès verbal de sa dernière session tenue les 24 et 25 septembre 2020. Résolution numéro 2. À l'unanimité des membres présents, le comité exécutif confirme toutes les résolutions prises lors de la session du bureau du comité exécutif du 20 octobre 2020.
Résolution numéro 3. Le comité exécutif approuve à l'unanimité des membres présents le rapport d'activité de la FECAFOOT. Résolution numéro 4. Le comité exécutif approuve à l'unanimité des membres présents le recours relevé à titre conservatoire par le président de la FECAFOOT contre la sentence rendue le 14 septembre 2020 dans la procédure TAS 2020-A-6783, Ligue de football professionnel du Cameroun contre FECAFOOT. Résolution numéro 5. Au vu des manquements, dysfonctionnements internes ou défaillances constatées de la LFPC qui transparaissent à Ce qu'il faut retenir du communiqué final des travaux du comité exécutif de la FECAFOOT, le retrait des compétences déléguées à la Ligue de football professionnel du Cameroun, la traduction devant les organes juridictionnels de la Fédération camerounaise de football des responsables de Coton Sport de Garoua et Panthère Dundee pour avoir participé au match d'ouverture de la saison dimanche dernier, ainsi que les organisateurs du 10 matchs, sans oublier le lancement très prochain des championnats de Ligue 1 et Ligue 2, des décisions forte prise par la FECAFOOT dans un contexte marqué par une crise profonde entre la fédération et la Ligue de football professionnel du Cameroun. La situation de crise et d'insubordination dans laquelle s'est progressivement embourbée la Ligue professionnelle ne nous a pas laissé d'autre choix que de donner aux milliers de jeunes joueurs qui attendent l'espoir de recommencer à jouer dans le cadre des lois et des règlements opposable à tous. Depuis 2 ans que notre exécutif a pris fonction, nous avons été témoins des dysfonctionnements grâce au sein de la Ligue professionnelle. Des dissensions internes interminables, de la cacophonie organisée en Mondiovision dimanche 1er novembre dans la déliquescence de la condition du joueur professionnel. Au-dessus de cet imbroglio, le comité exécutif de la FECAFOOT a pensé à l'honneur du Cameroun. L'image de marque du pays, la fierté de cette grande nation du football souffre depuis plusieurs années du spectacle affligeant d'une ligue dans l'incapacité d'assurer une organisation professionnelle, un championnat d'élite digne de la réputation de notre pays. L'instance fêtière a annoncé le démarrage imminent de la saison sportive et ne tient pas compte du lancement organisé par la Ligue de football professionnel du Cameroun dimanche dernier, ni de la programmation des autres matchs à venir. Je voudrais tout de suite rassurer les uns et les autres. Le retrait de la délégation de compétences à la Ligue ne nous éloigne pas du démarrage du championnat. Bien au contraire. Dans les prochains jours, dans les tout prochains jours, nous allons procéder dans les règles de l'art et le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement à un lancement solennel des championnats professionnels. Nous prenons ainsi l'engagement de parvenir à faire disputer au minimum une dizaine de journées de football professionnel avant la trêve du CHAN de l'année prochaine, afin de redonner de la compétitivité aux joueurs de la sélection de l'équipe nationale à prime, qui en ont grandement besoin. C'est depuis lundi que les membres du comité exécutif de la FECAFOOT sont réunis en session extraordinaire. Le but était d'entendre toutes les parties prenantes à la crise au sein de la Ligue. L'on se souvient alors que Pierre Semengue avait justifié son absence par un autre engagement, au même moment par courrier adressé au président de la FECAFOOT. Les choses vont de mal en pire entre les deux instances, malgré la recherche d'une solution par le ministère des Sports et de l'Éducation physique au grand mépris du football camerounais. Et à l'international course à la Maison Blanche, on parle bien sûr d'un duel électoral serré à l'issue d'un résultat incertain. Les précisions de France 24. Un duel très serré, plus tendu que jamais. Dans la course à la Maison Blanche, rien n'est encore joué entre Joe Biden et Donald Trump. L'objectif de chacun, remporter 270 électeurs. Pour l'instant, Joe Biden est en tête grâce à sa victoire dans le Wisconsin et le Michigan. Pour le candidat démocrate, ce n'est plus qu'une question d'heure. After a long night of counting, it's clear that we're winning enough states
to reach 270 electoral votes needed to win the presidency. I'm not here to declare that we've won, but I am here to report when the count is finished, we believe we will be the winners. À la bataille des urnes s'ajoute celle de la communication. Donald Trump garde espoir mais dénonce déjà des fraudes massives, notamment en Pennsylvanie où il est pourtant en tête. Le président sortant et son équipe ont décidé d'aller en justice, estimant qu'il n'y avait pas assez de transparence dans le comptage des votes par correspondance. But they're trying to cheat us out of it because they know it's their only path to victory. They know it's the only path to victory. And so we came here today, we met with all our lawyers. We are going to file suit in Pennsylvania. It's a shame that we have to do that. It's the last thing that we wanted to do. It's the last thing my father wanted to do. But this is rampant corruption, and it can't happen. It simply can't happen. It's not fair. This isn't democracy. Signe d'une tension accrue dans tout le pays, des supporters de Donald Trump ont pris d'assaut ce bureau de vote de Détroit, réclamant le recomptage immédiat des votes. Une élection vraiment historique aux États-Unis. Les États-Unis, l'incarnation de la démocratie dans le monde. Et c'est avec cette information que nous refermons ce journal télévisé. Retrouvez l'actualité ce vendredi dans le cadre de l'émission matinale à 7h55, à 13h le journal de la mi-journée, à 17h30 le journal en langue anglaise et à 19h45 le grand format de l'édition de l'information. C'est ce, je vous souhaite de passer d'excellents moments à la suite de nos programmes qui se poursuivent. Au revoir à tous.